Et puis plus tard, on va devoir apprendre que l'injustice, elle fait partie de la vie, elle fait partie de la société telle qu'on l'organise, elle fait plus largement partie du monde dans lequel on vit. Et que oui, on a eu beau nous bercer du contraire, un être humain et un autre ne se valent pas. Hello tout le monde. Salut la famille. Bonjour à tous. Bienvenue sur le podcast C'est comment ? C'est comment ? Qu'est-ce que c'est ? C'est ton nouveau podcast où on évoque le ressenti et on laisse de côté les faits. Le rendez-vous, vous le savez maintenant, en tout cas je l'espère, c'est tous les dimanches à 18h, un nouvel invité, un nouveau sujet. Et comme d'habitude, vous pouvez retrouver ce format sur toutes les plateformes de streaming, Apple Podcasts, Deezer, Spotify et toutes les autres. On est aussi sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, TikTok. C'est comment le podcast, donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez. On est aussi à la radio, Expérience Radio, on vous met tout ça en description. On est aussi sur leur télé qui se passe en ligne, on vous met les liens. Allez checker tout ça, donnez-nous de la force. Je suis encore hyper content d'être là, je suis pas du tout stressé. On a un invité encore incroyable, mais on fait que d'enchaîner les invités incroyables. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vais te laisser introduire tout ça, ma chère sœur. J'ai Comment très tu hâte. vas ? Bah écoute, ça va, en pleine forme. Comme d'hab. Comme d'hab, voilà, d'hab. plein de positivité, il faut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, nous accueillons notre incroyable invitée, Clotilde Darmon. Hello. Incroyable. T'as vu comment on t'introduit ? Incroyable. Est-ce qu'on t'introduit bien ? Très bien, très très bien. Écoute, on est ravis de t'avoir ici. Moi aussi. Merci d'avoir accepté l'invitation au micro de C'est comment ? Comment tu vas ? Je vais très bien. Et Ouais. là, je suis en bonne compagnie, je suis même très bien. Tu On va n'es pas du partager. tout stressée. Pas du tout, ça va. Enfin, bon, voilà, c'est pas habituel, on fait pas ça tous les jours non plus, tu vois. Mais non, ça va, très bien. Peut-être, hein, un jour, tu sais pas, hein, ça va devenir dans tes habitudes. Qui sait, qui sait. Je sais pas si c'est souhaitable, mais qui sait. Peut-être on va avoir une consultante chez C'est comment ? Un invité en plus. Chiche. Va savoir. Allez, un invité Va permanent. savoir. Franchement, hein, on devient une plus grande émission et on a besoin d'avoir Eh ben, une coach, une psychanalyste coach avec nous. Aujourd'hui, c'est le sujet que l'on va traiter avec toi. Vous le savez, chers auditeurs, téléspectateurs, dans un premier temps, je fais toujours un petit rappel des faits que l'on a abordé avec notre invité lors des pré-entretiens. Vous savez comment ça se passe chez C'est comment. Et ensuite, on passe aux questions. Clotilde, tu as donc 45 ans, tu as 2 enfants, tu es mariée depuis 25 ans. Je le dis parce que vous savez, ça me passionne. Ah oui. Je trouve ça incroyable. Et moi, j'ai envie de dire bravo. Ouais, bravo, j'avoue. Mais oui, j'ai envie de dire bravo. Parce que c'est pas si commun que ça, en fait. non, je crois que dans ma génération, c'est même assez exceptionnel, je pense. Donc voilà, je tenais à le dire quand même. Mais bien évidemment, tu ne te définis pas au travers de la maternité ou de ton mariage. Tu es avant tout une femme dynamique, une femme dans le milieu professionnel. Et il y a 14 ans de cela, tu es diagnostiquée comme ayant la sclérose en plaques. Donc nul besoin de préciser, je pense que vous connaissez cette maladie qui est quand même une maladie qu'on peut qualifier grave. Oui, elle peut l'être. Elle peut l'être, en Ouais, tout cas. elle peut l'être. Ce n'est pas ton cas et on est très heureux pour toi que ce soit comme ça. Et à ce moment-là, tu te dis, eh bien, je veux me lancer dans le milieu de l'humain. C'était vraiment quelque chose déjà qui te passionnait auparavant. Tu avais déjà été psychanalyste avant même de te lancer vraiment définitivement, je dirais, dans cette activité qui a été ton activité, ta seule activité en fait. Et donc, ça fait 14 ans que tu exerces le métier de psychanalyste coach personnel. Tu es certifié par l'Institut de coaching international. Tu as coaché plus de 1200 personnes. Une expérience incroyable. Tu vas nous en dire plus. Aujourd'hui, la question que l'on te pose, Clotilde, c'est comment d'être coach personnel. Est-ce que tu es prête pour nos questions ? Mais je suis prête pour vos questions. Est-ce que je t'ai bien introduit ? Oui, super. Je voulais pas faire de faux pas sur l'introduction de Clotilde. Pour moi, c'était important aussi d'utiliser les bons mots au regard de ton activité. Et voilà, préciser tout ce que j'ai pu préciser. Très bien. Je commence avec la première question, Clotilde. Je t'écoute. Qu'est-ce qui te fascine dans la nature humaine ? Sa complexité, le fait qu'il y ait toujours quelque chose à découvrir, mais aussi
mais aussi la manière dont on se ressemble tous au fond du fin. Et tout le chemin qu'il faut faire en fait quand on s'intéresse à ces sujets pour arriver à des espèces de conclusions qui sont malgré tout à un moment ou à un autre toujours remises en question, mais c'est une c'est sans fin en fait. C'est passionnant. Enfin, on veut tous la même chose, quoi. On veut tous être heureux le plus longtemps possible pour le temps que ça durera. Et c'est fascinant, quoi. L'esprit, la manière dont on vit les choses, la manière dont on range les choses dans notre esprit, ce qu'on en fait, pourquoi une personne qui a vécu des trucs hyper dramatiques va super bien s'en sortir, pour qu'une autre qui aura vécu des choses plutôt simples et faciles dans sa vie va pas y arriver ou va être très angoissée. Enfin, c'est fascinant. C'est fascinant. C'est L'autre une est vraie fascinant. curiosité que tu as. Ah ouais. Et Ouais. tu nous l'as dit d'ailleurs en pré-entretien, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a énormément souligné sur ta personnalité, ta personne, c'est que tu es quelqu'un de curieux, mais sur tous les domaines. Et là, bah, tu es curieuse en l'occurrence sur l'humain et tu en as fait ton activité. Ouais, j'en ai fait ma vie. J'en ai fait ma vie, clairement. Ouais, je crois que c'est même plus qu'une activité, hein. C'est-à-dire qu'il y a mon activité et puis il y a ma tête qui y pense. Enfin, je crois, elle a pris l'habitude, quoi, je pense, tout le temps. Tout le temps, tout dans la vie me ramène à ça, tout le temps. J'adore ça. J'adore ça. J'adore sentir la fragilité et puis humblement sentir où sont les possibilités, en fait. Et, et, et ça, je pense qu'avec l'expérience du métier, c'est quelque chose, c'est fascinant, en fait, de voir les possibilités chez quelqu'un qui, elle, ne les voit pas. C'est une vraie vocation. Ah ouais, oui, je pense. Je crois qu'en fait, c'est la complexité de l'être humain matchée avec la curiosité de Clotilde qui crée un cocktail explosif. C'est Je crois que exactement. le tout ensemble, ça crée en fait ton épanouissement dans ce métier. Et on va en parler d'ailleurs. Tout à fait. Deuxième question pour toi, qu'est-ce que tu ressens quand tu ressens que la vie de quelqu'un a changé grâce à ton input, grâce au coaching qu'il a eu avec toi? Qu'est-ce que toi, tu ressens à ce moment-là? Alors, je vais peut-être te surprendre, hein, mais justement, le mot grâce à m'est assez inconnu émotionnellement. C'est-à-dire, à aucun moment, quand quelqu'un passe un cap ou va au-delà et va mieux, en fait, je ne m'attribue la gloire de ça à aucun moment. Mon travail, c'est pas de. D'ailleurs, il faudrait que j'en change le jour où je ressens quelque chose comme ça. Non, mon travail, c'est d'amener la personne à trouver ses propres solutions. C'est elle qui fait le travail. Moi, je suis à côté d'elle. Je suis ni derrière ni devant, je suis à côté d'elle. Mon travail, c'est de l'amener à réfléchir autrement que comme elle a l'habitude de le faire. C'est-à-dire se poser des questions, elle, avec elle-même, et d'y répondre, elle, avec elle-même. Donc, ce qui a tendance à faire tourner beaucoup en rond. Mon travail à moi, c'est l'art et la manière du questionnement, j'ai envie de dire. Donc, j'arrive, je suis une personne extérieure, je questionne différemment de dont elle a l'habitude. Ça crée de nouveaux schémas de réflexion, forcément. Et donc, on ouvre le champ des possibles, mais c'est elle, en fait, qui va faire le boulot. Moi, j'ai ma part, mais non, je ne m'attribue pas de. Je m'attribue absolument jamais. Je me sens fière, ravie, comme si on me donnait une bonne nouvelle. Et alors, parfois, on me dit, mais c'est quand même. Mais je sais pas que j'en ai rien à faire, pas du tout. Il ne faut pas se tromper. Au contraire, je suis tellement heureuse pour la personne. Mais voilà, je ne ressens pas de fierté personnelle à ça. Je ressens de la fierté comme si je voyais une très bonne amie à moi réussir quelque chose, j'en serais heureuse pour elle, mais pas à titre personnel. Alors nous, on sait qu'il y a beaucoup de préjugés autour du métier de coach. C'est un peu comme, tu sais, les voyants, les thérapeutes. Il y a des gens qui croient pas. Il y en a qui disent qu'on peut être sensible, d'autres qu'on l'est moins. Est-ce que tu penses que tout le monde peut être sensible à un coach? Tout le monde a besoin d'un coach. Et j'ai une autre question pour toi, c'est est-ce que ça t'est déjà arrivé d'échouer dans le développement de quelqu'un? Tu l'accompagnes, tu lui poses des questions, tu es avec la personne pendant 3 mois. Et à la fin, tu te rends compte qu'on est toujours au même stade. Alors non. Oui, enfin non. D'abord, je pense que il y a un vrai impact sur le travail qu'on fait dans la manière dont la personne vient à nous en tant que praticien. Et ça, c'est vrai pour toutes les pratiques, j'ai envie de dire, de l'humain, de la psy. Vous savez, pour rajouter un clic sur un site internet sur une grosse société, il faut parfois un an de discussion. Ce qui veut dire qu'en fait, le simple fait de cliquer, de demander au client de cliquer une fois de plus sur un site internet, on va perdre des milliers de personnes, etc., sur le chemin.
Bah, imaginez que les personnes viennent me voir et me disent souvent: «Ça fait des années que j'y pense» et cetera. Justement, ça fait des années qu'elles y pensent et elles ne l'ont pas fait. Et puis à un moment donné, elles vont se dire que, bah, là, elles sont un petit peu, j'ai envie, dans un cul-de-sac, elles en peuvent plus, elles ont déjà vécu inlassablement les mêmes choses ou autres. Et puis elles vont avoir envie, pour le coup, de faire une démarche. Ça veut dire demander parfois aux gens autour d'eux, aller sur internet, avec l'idée qu'on va aller parler avec quelqu'un qu'on connaît pas, raconter sa vie et ses secrets, c'est quand même pas évident. Ensuite, décrocher son téléphone pour appeler quelqu'un qu'on connaît pas comme ça et prendre un rendez-vous, pour ensuite attendre le rendez-vous, pour ensuite avoir le rendez-vous, pour ensuite y aller. C'est tout un process. Ouais. Mais en fait, ce qui peut paraître extrêmement simple au moment où on est prêt, est en réalité extrêmement complexe pour quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Donc, est-ce que ça peut aller à tout le monde? Je pense que oui, parce que c'est un travail de questionnement, un travail sur soi. Est-ce que c'est pour tout le monde tout le temps en général? Non, c'est à un moment donné. Je pense que ça fait la différence. Et mon travail, c'est pas de garder les gens 3 mois si on n'avance pas. Enfin, je veux dire, non, c'est pas le but. Donc, quand ça ne fonctionne pas, je me fais fort de dire et d'être honnête, de dire, voilà, je pense que là, pour l'instant, parce qu'il y a des résistances aussi. Quand les gens ne sont pas totalement prêts aussi, il y a beaucoup de résistances. Oui, mais, etc. Donc, oui, je vais dire, en fait, mais je ne le considère pas comme un échec personnel. Par contre, je suis capable de me remettre en question parce que je suis un être humain, je peux poser une question de trop ou pas bien à sa place, c'est possible. Ou mal comprise aussi, ça m'est arrivé, faire une question mal comprise. Mais voilà, enfin, garder quelqu'un 3 mois qui n'avance pas d'un pouce, non. Est-ce que tu penses que ça peut être aussi une question de timing? Peut-être la personne n'est pas venue te voir au bon moment et tu peux lui dire, bah voilà, reviens Oui. dans quelques années quand tu auras débloqué certaines choses en toi et là, on pourra peut-être travailler. Alors, c'est très difficile, hein, c'est très subtil. On peut pas dire à quelqu'un, ah, t'es pas prête. Enfin, je veux dire, d'abord, ça peut aussi être moi qui ne suis pas le bon interlocuteur, évidemment. Donc, à un moment donné, je vais juste faire un constat du fait que, déjà, un coaching, ça coûte un peu quand même. Enfin, je veux dire, c'est quand même un investissement sur soi, en temps, en argent. Et mon travail, c'est de sentir aussi qu'on est dans une dynamique. Si je ne sens pas qu'on est dans une dynamique, il va falloir être très subtil pour que la personne ne se sente pas différente ou dysfonctionnante. Non, non. C'est de dire, peut-être que vous pourriez réfléchir sur là où on en est, et puis revenir vers moi, même dans pas longtemps. Mais faire prendre conscience à la personne qu'effectivement, elle n'avance pas. Parce qu'on peut aussi avoir le cas de personnes qui veulent absolument avancer et qui n'avancent pas. Ouais. Voilà. Mais voilà. Je pense que si on est déontologiquement bien dans ses bottes, on sait gérer ça. Toi, tu aides les gens à se développer, du coup, et j'avais une question pour toi qui est très intéressante, c'est qu'est-ce que tu penses est le frein dans notre société? Qu'est-ce qui empêche les gens de se développer? J'en ai déjà beaucoup parlé avec Cassie et je l'avais déjà dit dans d'autres épisodes. Moi, je pense que c'est la peur. Si je dois citer un fléau de notre société, je pense que c'est la peur qui empêche les gens d'être qui ils ont envie d'être, qui empêche les gens de se développer. Je pense que ça limite beaucoup de gens. Pour toi, c'est quoi? Quel serait le frein de cette société pour toi? Je dirais que à la base de ça, la peur, elle est créée par quelque chose. Elle est créée aussi par un système, par une façon qu'on a, nous tous, de fonctionner les uns avec les autres. Moi, je dirais surtout que c'est déjà par le fait de ne pas apprendre très tôt la manière dont on fonctionne, de mieux se connaître, de ne pas avoir peur de nos pensées, de nous aider en fait à apprendre tout simplement comment appréhender nos propres émotions, comment on appréhende l'autre. C'est-à-dire qu'à la maternelle, on va vous dire c'est pas bien de taper sur le voisin, on lui envoie pas un cube carré, etc. etc. Ok, Cassie, on n'envoie pas des carrés. Hein. c'est pas bien. C'est pas bien. On va arriver, on saute les étapes, on arrive en primaire et là, on se met pas de coups de poing. Mais il y a pas d'éducation au rapport à l'autre, en fait. Mais le rapport à l'autre, c'est aussi le rapport qu'on a avec soi. Puisque ce qu'on envoie, c'est aussi ce qu'on va recevoir. Et ça, je pense que c'est ça qui crée énormément de distorsions dans les relations et donc dans l'image qu'on a de soi. Et c'est terrible parce qu'il en faut peu, en fait. On a des exemples dans des pays comme la Suède ou autres où on commence par des cours de bienveillance de 5 minutes ou de petites méditations. Enfin, des choses qu'on pourrait incorporer pour faire que les gens soient plus libres avec eux et les autres. Parce que la peur, elle vient quand même beaucoup de là, hein, du fait de se sentir dysfonctionnant par rapport à l'autre, de se sentir inférieur,
de se comparer en permanence physiquement, mentalement, de rapidité. Enfin, on est dans une société de compète, quoi, permanente. Donc finalement, c'est une question d'éducation, en fait. Moi, je pense qu'il y a une grande partie de la réponse qui se situe justement dans l'éducation, dans l'instruction, dans le savoir, en fait. Ouais. Moi, il m'arrive de dire des choses qui me paraissent toutes simples à des gens qui ont 30 ans. Je sais pas, je donne un exemple, dire à quelqu'un, mais vous avez le droit de... Ça peut sembler fou, en fait, c'est simple, mais en rapport à une situation, parfois les gens, ça leur ouvre les yeux, mais à cet instant précis, c'est fou. Cette personne devrait avoir grandi avec l'idée de qu'est-ce qui est de son droit ou qu'est-ce qui ne l'est pas, rapport à l'autre, rapport aux situations. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui va pas, quoi. Quelque chose qui manque. On peut apprendre. Hein. On peut apprendre toutes ces choses. On les apprend à tout âge, imaginez. D'apprendre ce genre de choses, des cours sur l'émotionnel, des cours sur les émotions à des enfants. Vous imaginez ce que ça donnerait sur des adultes de 30 ans? Comment ce serait tellement plus cool d'arriver et de se dire tu tout de suite quand on se dit un truc, de se sentir moins à l'écart les uns des autres. Première chose, c'est ça. Ouais, donc un monde mieux éduqué, c'est un monde qui ira mieux. Bon, et ça, oui, évidemment. T'as quelque chose à dire, toi, par rapport à ça, je suis sûr. Tu me connais trop bien. Je dis dans tes pensées. Tu me connais trop bien. Bien sûr. Donc, moi, vas-y. je rejoins complètement Clotilde, bien évidemment. Parce que par rapport à... Alors moi, c'est vrai que je vois plus d'un côté, on va dire, scolaire, mais tu le sais très bien, l'éducation, pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Et dans un futur, j'aimerais pouvoir avoir un impact là-dedans parce qu'il y a tellement... En fait, je sens et je sais à quel point l'enfance est important dans l'adulte que l'on est demain. Je le ressens moi, en tant qu'aujourd'hui, Cassie de 29 ans. Je sais que la petite Cassie de 5 ans, elle a encore des idées en tête, des traumatismes ou peut-être du bonheur aussi qu'elle a connu quand elle avait 5 ans. Et donc, je sais à quel point... je me rends compte à quel point l'éducation est importante et je te rejoins totalement par rapport à ça, même si, comme je disais, c'est plus sur un point de vue scolaire, mais en effet, émotionnel, sexuel, voilà, l'éducation, les enfants, sachez-le, pour moi, c'est l'avenir de demain. Voilà, c'est l'avenir de demain, autant au sens propre qu'au sens figuré. Et il y aura sûrement des projets, c'est comment dans l'éducatif, mais j'en dis pas trop. On verra ce que l'avenir nous propose, mais on partira là-dessus. J'ai beaucoup aimé, Clotilde, quand on a fait notre pré-entretien, tu nous as dit une phrase qui m'a marqué et je voulais absolument en parler. C'est « On est tous pleins d'incertitudes à la con ». Je voulais juste que tu commentes. Je voulais que tu commentes cette phrase parce que elle est aussi drôle qu'intéressante et je voulais que tu développes là-dessus face caméra. Donc vas-y, je t'en prie. En fait, on est plein d'incertitudes à la con parce qu'on se projette toujours beaucoup trop loin. En fait, on anticipe tous, sauf ceux qui apprennent à ne plus le faire ou plus le faire de la même manière. Mais comment sera fait demain, c'est une projection dans ma tête puisqu'on n'y est pas encore. Et donc, tout à l'heure, on parlait de stress, justement. Eh bien, voilà, typiquement... une chose à la fois, chaque chose en son temps, et pouvoir se dire dans sa tête que là, ce qui me fait flipper dans la représentation que j'ai de ce qui va se passer, c'est juste dans ma tête, en fait. Pourquoi ? Parce que j'ai amené beaucoup de peur, donc de pensées négatives. Et si je me casse la figure sur l'estrade, et si le micro marche pas, et si, je sais pas, si j'ai une extinction de voix juste avant d'arriver. Enfin bon, j'exagère un peu, mais on n'est pas loin, avec moi. On est plein d'incertitudes, ouais, et même sur nous, en fait. D'autant qu'on a pu vivre et savoir qu'on peut se sortir de telle situation et se l'être prouvé dans le temps, que quand il peut arriver assez fréquemment, moi je rencontre ça souvent Camille, alors qu'on la rencontre pour la 10e fois, on va encore flipper, je veux dire, alors on s'est prouvé que on est plein d'incertitudes à la con parce qu'on n'apprend pas assez bien à se nourrir de ce dont on a déjà été capable. De ne pas courir sur ces bonnes choses. On passe beaucoup de temps sur le négatif, je veux dire, tous. On est éduqués un peu comme ça, presque, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on passe un temps fou à se ressasser nos échecs, nos difficultés. Et tant mieux, parce que d'une certaine façon, ça nous fait aussi beaucoup grandir. Mais par contre, il doit y avoir, c'est un peu la même chose, il doit y avoir une contrepartie à ça. Et je pense que nos réussites, on court trop vite dessus, en fait, tout simplement. En cabinet, je dis souvent un truc. En fait, imagine-toi, tu passes une super journée. Tu te lèves le matin, il fait soleil, tu déjeunes avec un pote que tu n'as pas vu depuis 5 ans à midi, super. Tu fais du shopping, tu achètes tout ce que tu veux. Le soir, tu as un dîner de prévu, tout va bien.
toute ta journée, bien, elle est ensoleillée. Tu sors de ton bureau et tu te fais percuter par quelqu'un. Et puis le gars, il s'excuse pas. Ça va te tenir combien de temps ? Tu vois, ça va te tenir combien de temps ? Ça va anéantir combien de temps de ton plaisir ? Tu vois, tu es un peu tremblant comme ça, tu te dire, mais quel connard ! Tu vois ce que je veux dire ? Ça, tout à coup, tu te remplis de négatif et ça dilue vachement en fait ton ressenti. Et voilà, et je pense que si on apprenait aussi plus à valoriser et à avoir un regard positif sur ce qu'on a été capable de faire, sans nourrir, ben oui, on aurait beaucoup moins d'incertitudes à la con, en fait. On a une autre réponse. Moi, ça me va. Mais il y a beaucoup les thèmes de confiance quand même dans ce que tu dis. De confiance, je trouve, en soi et en les autres aussi. Si on se fait aussi confiance, par exemple, si j'ai confiance que ce que j'ai fait par le passé, j'ai déjà réussi, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal par le futur, il faut apprendre à se faire confiance. Il faut apprendre à se faire confiance. Il faut apprendre à se faire confiance et surtout apprendre à son esprit à aller regarder là où on n'a pas l'habitude instinctivement d'aller. Tu as l'habitude, je veux dire, si tu vis, je sais pas, un enregistrement par exemple dans ton podcast qui s'est mal passé, la fois d'après, tu vas penser qu'à ça pour ne pas reproduire le truc. Alors que tu en auras fait 25 avant qui se seront très bien passés. Sauf que, de nouveau rendu sur ce jour-là où tu dois recommencer, ce qui va être le plus important pour toi, ça va être cet échec-là. Et bien peut-être qu'on pourrait se dire que peut-être on n'a pas appris à se nourrir de nos victoires comme de nos échecs. Tu comprends ce que je veux dire ? Complètement. Parce que finalement, l'intensité des choses, c'est nous qui pouvons en décider aussi, de comment on les réfléchit, etc. Je suis d'accord. Voilà, madame. Quelles sont les grandes questions auxquelles tu cogites encore aujourd'hui, Clotilde ? Les grandes questions auxquelles je cogite Oui. encore. Ouh là là, alors là, c'est une question très très vaste. Est-ce que vous avez une semaine ? Les questions auxquelles je cogite encore. Je dirais qu'il y en a une, c'est l'âge. L'âge, en fait, est c'est une vraie question de maintenant, quoi. L'âge, c'est le corps qui change. C'est ne pas se reconnaître comme on s'est reconnu pendant longtemps en termes d'identité, etc. Donc ça, c'est une vraie question pour moi aujourd'hui, surtout à titre personnel. Je me dis, mais ok, d'accord. Donc en fait, c'était vrai cette histoire. On vieillit, c'est vrai. C'est dur ? Oui, je pense que d'une certaine façon, c'est dur parce que ça force à mettre l'accent sur l'esprit, sur notre intériorité. Ça oblige à un repli intérieur, forcément. Bon, j'ai pas encore 80 ans, mais ça arrivera, en fait. Et du coup, oui, ça repositionne, puis le temps se raccourcit. Donc, c'est une vraie question. C'est-à-dire que dans 30 ans, j'aurai 80 ans. 80 ans. Je veux dire, c'est concret maintenant. Et donc, ça, c'est une vraie question humainement à laquelle je suis confrontée comme tout le monde. Et puis de constater que le temps a passé très vite. Très, très vite. Parce que je m'ennuie pas, moi. Je m'ennuie pas. Moi, ça me touche beaucoup. Bien évidemment, j'avais envie de te donner la parole parce que je sais que là, on parle d'un thème qui te parle beaucoup et je suis sûre que tu as une petite référence à nous donner par rapport à ce qu'a dit Clotilde. Carrément, bien évidemment, mais ça me touche énormément ce que tu dis quand tu dis que, par exemple, on construit notre identité et qu'en fait, avec le temps, on doit apprendre à la déconstruire un petit peu et qu'on finalement se refocus sur l'intérieur. Parce qu'on se rend pas compte, mais tu sais, on en parlait d'ailleurs la dernière fois avec Cassie, on se disait, on a beaucoup tendance à se définir par ce que l'on est, ce à quoi on ressemble, mais on oublie que tout est éphémère, que le Adrien d'il y a 5 ans ne sera pas le même que le Adrien dans 15 ans. Et je trouve ça hyper intéressant que tu dis ça. Et la référence que je veux caler, c'est un film que j'adore et que je t'ai fait regarder, L'étrange histoire de Benjamin Button. Si vous l'avez pas vu, je vous le conseille. Il est chouette. Concept incroyable et moi qui m'a énormément touché. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui naît vieux et qui du coup va rajeunir avec le temps. Donc en fait, c'est le sablier s'inverse et ça vous fait poser plein de questions sur ce rapport au temps, au côté éphémère et à toutes ces choses-là dont tu nous as dit, tu vois, au fait que aussi avec le temps, on doit apprendre aussi à lire en soi et à plus être vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur parce que finalement, le physique, l'apparence, ça ne reste pas. Non. Donc, j'ai beaucoup aimé que tu parles de ça. J'avais une autre question pour toi. Comment tu deals avec le fait que tu n'auras jamais la vérité ? On peut toujours tout remettre en question. Ça, c'est quelque chose que j'aime bien dire à Cassie. Moi, j'ai énormément de mal avec l'idée que je ne ferai jamais l'unanimité. Je n'aurai jamais un propos qui sera vrai, ultime, approuvé par la terre entière. Il y aura toujours quelqu'un pour me dire je suis pas d'accord. Ou peut-être moi-même, dans quelques années, je vais regarder un épisode de C'est comment et je vais me dire
Mais pas du tout. En fait, c'est pas du tout ça. Et toi, comment tu deals avec ça, le fait qu'on n'a jamais la vérité absolue, on peut toujours tout remettre en question. Et tu vois, on parle du temps qui passe. Avec l'âge, avec le temps qui passe, on revoit des perspectives qu'on n'avait pas avant. C'est une question très intéressante. Et en fait, je dis là, à un petit niveau. La première chose, c'est que tout ce que je crois vrai aujourd'hui, je souhaite qu'on me le remette en question de la meilleure des manières. C'est-à-dire qu'on vienne me dire, qu'on vienne diluer et nourrir ma pensée pour me montrer qu'il y a d'autres chemins qui peut-être excluent complètement ce que je viens de dire et me forcent à penser autrement ou incorporent pour aller plus loin. Donc en fait, qu'on me remette ma vérité, j'ai envie de dire, qui de toute façon, évidemment, c'est friable. Je veux dire, c'est très friable. C'est friable. Mm-hmm. Mais d'abord, je souhaite que ça puisse être le cas parce que je pense qu'il n'y a pas effectivement de vérité absolue, puis qu'on construit des vérités comme ça. Et puis, dans mon travail, j'ai envie de dire que je vais sentir une forme de vérité quand elle agit pour le mieux et le bien de l'autre. C'est-à-dire que si on est parti de quelque chose, je ne sais pas, d'une idée qu'on se fait dans une séance sur la raison du mal-être, et qu'on va travailler dans un sens, je vais proposer plusieurs chemins, elle va en choisir une, et que cette idée-là mène au mieux, à vivre mieux, alors c'est une vérité qui est aussi éphémère, mais j'ai l'impression d'avoir détenu au moins une toute petite micron de vérité dans ce monde où, grâce à ça, quelqu'un va mieux, en fait. Et donc, je vais stopper là en me disant, à cet instant-là, la vérité, c'était ça pour elle qui mène à ça. Mais il y en avait d'autres aussi, bien évidemment. Mais celle-ci, cette petite vérité-là, a fait qu'elle a eu un véritable impact sur le bien-être de quelqu'un. Mais je pense que voilà, il n'y a pas de vérité. Enfin, je veux dire, la vérité, ça n'existe pas. Enfin, je pense. On cherche toujours. On cherche à avoir raison. Et ça, c'est dramatique. En fait, je pense. Je pense que les gens se trompent lorsqu'ils ont des discussions. On le voit en famille ou parfois dans certains groupes d'amis. Avoir une discussion, c'est pas chercher à avoir raison, en fait. C'est chercher à partager. Et partager quelque chose, c'est être prêt à remettre sur la table ce qui constitue nos croyances, au profit de l'alimentation d'une autre idée ou du changement de la sienne au profit d'une autre. Enfin, peu importe. Donc, je deal très bien avec ça, en fait. Et ça te va bien, en vrai. Ah ouais. Voilà. Cassie, je crois que tu as quelque chose à dire par rapport à ce qu'elle vient de dire, si je lis bien dans tes pensées, encore une fois. Quand elle dit que personne n'a jamais raison, que le problème aussi de notre époque, c'est que tout le monde veut toujours avoir raison. La création de C'est comment, voilà, touche-nous aux quelques mots. Franchement, je pense que si t'étais pas mon frère, il aurait fallu t'inventer. Mais comment tu sais ? C'est pour ça qu'on m'a fait venir au monde. Hein. Ils ont vu toi, ils ont dit elle aura besoin d'aide, on envoie un petit là. Oui, je pense que franchement, je sais pas qui est là-haut, mais il a dit elle, c'est une galère. Allez les gars, on lui fait un petit frère parce qu'il faut la sauver. Mais t'as complètement raison. C'est exactement ce à quoi je voulais faire référence. Le podcast C'est comment, on le dit, on est là pour évoquer le ressenti, on n'est pas là pour débattre. Il y a beaucoup de gens, quand on a lancé le projet, ou même encore aujourd'hui, qui nous disent si vous voulez percer, si vous voulez vraiment que le podcast prenne de l'ampleur, il faut du clash, il faut du débat, il faut qu'il y ait quelqu'un qui se dise non, moi j'ai raison, toi t'as raison, non, moi j'ai raison, toi t'as... Non. Sauf que chez C'est comment, c'est pas comme ça. On le dit toujours, le ressenti ne se débat pas. On n'est pas là pour savoir qui a tort, qui a raison. On est là pour amener des idées. Chacun apporte ses idées. C'est à vous de prendre ce que vous avez envie de prendre. Vous êtes vraiment comme au marché. Vous prenez si ça vous fait du bien. Prenez si ça ne vous fait pas du bien et on le répétera. Vous coupez. Ouais, non mais c'est clair. C'est vrai ou pas ? Clairement. C'est clairement ça. Oui, on va perdre un abonné. Mais si en réalité, quand vous regardez C'est comment, ça ne vous fait pas du bien... c'est qu'on n'est pas la chaîne qui est dédiée pour vous. Donc, j'aime beaucoup ce que tu dis, Clotilde, parce que c'est exactement la lignée dans laquelle on s'inscrit aussi chez C'est comment. Ouais, et c'est pour ça qu'on a fait le podcast aussi, parce qu'on estime, et moi j'estime personnellement, que j'ai toujours énormément appris dans cette ouverture d'esprit. Et comme tu dis, on apprend quand on regarde la vision de l'autre, pas quand on l'impose, pas quand on te dit moi je vois comme ça, toi tu vois comme ça. Non, juste on change son angle de vue. Tu vois, moi je vais voir un 6, mais toi t'es de l'autre côté, tu vas voir un 9. Et on va pas être d'accord, on va se dire mais qu'est-ce qui se passe ? Mais alors qu'en fait, non, c'est juste des angles de vue qui sont différents. Et moi, je me suis jamais autant développé, j'ai jamais autant appris, je me suis jamais autant enrichi qu'en me posant avec quelqu'un et en me disant attends, je vais l'écouter 2 secondes, je vais voir ce qu'il a à me dire, je vais process, comme elle aime bien dire Cassie, je process ses propos.
Et je grandis, et je crois que c'est pour ça qu'on n'est pas fan du débat et puis de forcer les gens à penser comme ils doivent penser. Chacun est libre. Ouais. Donc, En tout cas, c'est pas notre chaîne. C'est pas notre chaîne, et puis voilà. Donc j'ai adoré que tu dises ça, ça fait écho avec nous. Ouais. Donc merci pour ça. Clotilde, on parlait du temps qui passe. Tu nous as évoqué en pré-entretien qu'à l'âge de 20 ans, tu débarques à Paris. Voilà, ouais. la ville un petit peu, je dirais, rêvée, parce que toi, du coup, tu viens de Dijon. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à la Clotilde de 20 ans? Je lui dirais, t'inquiète, tu vas voir, ça va aller. Ça va être incroyable. Ce qui n'était pas une évidence au départ. Mais je lui dirais vraiment ça, ouais. Clairement, je lui dirais, rassure-toi, t'inquiète. Ça va être, Ça va le faire. être super cool. Parce qu'au final, au début, on est plein d'incertitudes, mais au final, ça va en fait. Ouais. Moi, j'ai un regard hyper tendre sur elle, hein. Vraiment. Enfin, elle fait encore vraiment, vraiment beaucoup partie de moi. Et j'aime ça. J'aime la sentir, la Clotilde d'il y a, presque 30 ans. Hein. Ça va faire 29 ans que je suis à Paris quand même. Donc j'ai vécu beaucoup plus longtemps à Paris que je n'ai vécu à Dijon finalement, parce que je suis partie, j'avais 17 ans. Mais j'adore me rappeler d'elle, vraiment. J'adore me rappeler d'elle avec son manteau en fou Astrakhan, à Saint-Germain-des-Prés, en train de chercher un boulot de vendeuse. Je veux dire, c'était juste incroyable. Rentrer chez Kenzo, alors que Kenzo, c'était genre qu'à la télé, quoi. T'es obligé de nous raconter cette anecdote. Faut que tu nous la racontes, Clotilde, on la veut. Parce On la veut. que pendant le pré-entretien, tu as dit quelque chose que j'ai noté. Je voulais vraiment le dire pendant cet épisode. Non, ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, c'est vraiment quelque chose de bien. Tu as dit, les plafonds sont des plafonds que l'on peut percer avec le culot. Ah oui, ça oui, totalement, ouais. Et donc, ça fait référence à cette à... anecdote que tu vas nous expliquer. T'es obligé. Les spectateurs veulent savoir. D'accord. En fait, justement, c'était bien un jour d'hiver où il faisait très, très, très froid. Il neigeait. J'avais froid, j'en avais marre. Je cherchais un boulot de vendeuse et je sortais, je crois, de chez Naf ou un truc comme ça. Petite boutique, 17 ans et demi, presque 18 ans. J'allais pas non plus espérer grand-chose de plus. Je venais de Dijon. Et à Dijon, on n'a pas des grandes marques comme Prada, Kenzo. Ça, c'est le magazine Elle au coiffeur avec maman, quoi. Tu vois, Je vois exactement. C'est Kate Moss en papier glacé, etc. Et donc, j'étais à Saint-Germain-des-Prés et je voyais ces boutiques. L'idée même d'y rentrer, mais c'était juste impossible. Enfin, c'était inaccessible dans mon esprit. Sauf qu'après une journée de galère, avoir marché sous la neige, j'avais froid, j'étais fatiguée et j'ai vu, en fait, je me rappelle assis, je crois que c'était le Vieux Coulommiers à Saint-Germain, et je voyais des vendeurs hyper bien pimpants, avec leurs costumes et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit, je rentre chez Kenzo. Je suis rentrée chez Kenzo, je tremblotais un peu, mais ça se voyait pas. Et il m'a demandé si je parle anglais. J'ai dit oui. C'était pas le cas. Ils m'ont demandé si j'avais déjà fait ça, que j'avais une grande expérience de la vente. Ouais, bien sûr. Je travaillais chez Naf. Super. Puis je me suis dit, je m'en fous en fait. Je rentre et puis on verra bien. De toute façon, c'est vraiment l'énergie du désespoir. Je rentre chez moi à Dijon. Et puis le samedi après-midi, le téléphone sonne. Et c'est le directeur de la boutique de Kenzo rue de Rennes qui m'appelle pour me rencontrer pour un entretien d'embauche. Waouh! Waouh! Je rentre à l'Élysée! Mais c'est vraiment cette sensation-là de tout a changé, quoi. Et j'y suis allée. J'étais flippée. Mais alors, j'ai tenu bon. Moi, j'avais déjà pas mal de culot à l'époque. Je tenais bon, j'ai bien tenu. Hop, j'ai fait mon entretien. Et à la fin de l'entretien, il me dit très bien, vous commencez lundi. C'était incroyable. Et là, je me suis dit, purée, c'est aussi simple que ça, en fait, de transgresser une croyance. Il y a une semaine, je vous à peine regarder la vitrine. Et là, je travaille là, en fait. Je trouvais ça magique. Et je crois que c'est fondateur. Hein. Je crois que c'est super fondateur. Ça peut l'air d'être rien, mais en fait, c'est fondateur. Parce qu'après, j'ai récidivé plein de fois. Une fois que tu l'as fait, ça y est, après c'est bon. Hein. Mais c'était hyper intéressant de constater que jusqu'à un certain point, après, c'est toujours pareil. Oui, on peut y aller au culot, à condition d'avoir ce qu'il faut aussi pour être sûr de pouvoir assurer derrière. Attention, c'est quand même important. Et si, j'ai envie de dire, je pense que si j'avais pas fait l'affaire, parce que peut-être
qu'il y aurait eu que des clientes en anglais ou qu'il n'y aurait pas eu un super copain, un très bon ami à moi, pour me filer un coup de main avec les clientes en anglais, pour que ça se voit pas trop, etc. Et qu'on se casse la binette, ça ne veut pas dire qu'on doit remettre en question le fait d'avoir du culot. Ça veut dire qu'on doit faire attention à la manière dont on le fait, c'est différent. Et je pense qu'à partir du moment où on se sent assez solide pour faire quelque chose et que seul le principe social ou éducatif vous freine, mais non, en fait. Mais non, il faut y aller, il faut transgresser ce truc-là. Donc oui, c'est un plafond de verre. J'avais une question pour toi, c'était quelle est la meilleure époque de ta vie et pourquoi? Du coup, est-ce que c'est celle-là? C'est tes années à Paris? La meilleure époque de ma vie, en fait, j'en ai pas une, hein, j'en ai plusieurs. Il y en a plusieurs. La meilleure époque de ma vie, cette période-là, ouais. Parce que, en fait, avec le recul, je m'envisage très bien dans toutes mes fragilités, dans tout mon désir de réussir, d'ouvrir de nouveaux chemins aussi, familialement. Et cette fragilité-là, c'était beaucoup d'innocence aussi. Sur la marche du monde, j'en savais pas un dixième de ce que je sais aujourd'hui. Et je crois qu'à cette époque, quand on est tout jeune, en fait, on a plein aussi d'illusions. On a aussi des illusions sur le monde est parfait. Enfin, il y a quelque chose dans la facilité qu'on a à appréhender le monde. Et cette facilité à appréhender le monde dans la simplicité, ouais, je crois que c'est la meilleure époque de la vie, quoi. Parce qu'après, ça se complexifie, on comprend que ça ne marche pas tout à fait comme ça, qu'un qu'un président qui devrait être, j'ai envie de dire, c'est l'image typique, enfin, dire que le président de la République, qui dans l'esprit d'un enfant, c'est le grand patron. Alors que... En fait, il ment, encore il ment, donc c'est pas parfait. On comprend aussi que nous, ici, on est bien, on a chaud et tout, puis qu'il y a des gens qui ont froid, qui mangent pas. Et on comprend pas, on comprend que c'est beaucoup plus complexe que la simplicité avec laquelle on grandit à l'adolescence et quand on est une jeune fille, quoi. Tu sais, moi, je tends beaucoup à penser que quand on est petit, on comprend rien. Ouais. Et on croit que quand on sera grand, on va comprendre. La vingtaine, on est sûr qu'on a tout compris. Bah oui, c'est une évidence. En fait, tout est comme ça. Bah oui. Et on est immortel. C'est sûr. On est immortel. On est immortel. C'est évident. Je suis persuadé de ça. J'ai prouvé par A plus B que c'est ça. Ouais. Et puis l'étape d'après la vingtaine, c'est on comprend qu'on comprendra jamais. On comprend qu'en fait, c'est la quête perpétuelle et on remet toujours en question les choses. Et comme tu dis, on essaye toujours d'avoir les réponses, on les a jamais vraiment. Mais je crois que la vingtaine, c'est vraiment ça. C'est ce truc de, comme tu le disais toi-même, t'es tellement innocent, t'es tellement sûr, t'es tellement... Et avec le temps, tout change. En fait, quand on est enfant, on est dans le tout ou rien. Le principe de justice, c'est tellement important quand on est enfant. Là, si vous demandez à n'importe quel gamin pourquoi il se bat dans une cour d'école, il vous dira que c'est injuste parce qu'un tel a fait ceci, ou que c'est... le sentiment d'injustice tellement puissant en nous, dès tout petit. Et puis plus tard, on va devoir apprendre que l'injustice, elle fait partie de la vie, elle fait partie de la société telle qu'on l'organise, elle fait plus largement partie du monde dans lequel on vit, et que oui, on a eu beau nous bercer du contraire, un être humain et un autre ne se valent pas parce qu'ils n'ont pas la même valeur. Et je pense que ça, pour moi, l'époque où j'ai ignoré ça, je crois que c'était une des plus belles époques de ma vie parce que j'avais encore en moi encore l'idée que les choses étaient différentes. Et c'est quand même une des illusions. Ça ne veut pas dire qu'on doit apprendre à vivre avec ça. On doit apprendre à vivre avec ça pour que ça ne nous détruise pas. Il y a des gens qui deviennent fous, je pense. On les voit dans la rue qui crient ou qui disjonctent. Faut pas, on peut pas. Il faut qu'on apporte notre contribution dans le monde dans lequel on vit. Mais je pense que la meilleure des périodes, c'est celle où il y a toute cette innocence en nous, quoi. Jamais 203, je vais encore deviner ce que tu as dans ta tête, mais elle a cité l'injustice. T'as pas une anecdote de toi et moi quand on parlait de l'injustice et où je t'ai dit quelque chose, justement? Mais qu'est-ce que t'as, toi, aujourd'hui? Je sais pas, je suis en mode boule de cristal. C'est quoi le... Je sais Tu pas. anticipes tout. Ouais. Oui, exactement. Forcément, je pensais à un échange qu'on a régulièrement, d'ailleurs, toi et moi. Et souvent, Adrien me disait des choses. Et un jour, je lui ai dit, mais Adi, qui t'a dit que la vie, le monde était juste? Qui a dit ça? Tout est injuste. On n'est pas tous dans le même corps, on n'est pas tous de la même couleur, on n'est pas tous avec les mêmes yeux, la même bouche, les mêmes cheveux. Sur le principe même de dire que c'est pas la même chose, c'est différent. Qui a dit que la vie était juste? Personne. Mais on attend de la vie qu'elle soit juste. Alors que déjà, de base, en fonction même de l'endroit où tu nais, c'est injuste. Déjà. Bien sûr.
Et ça fait mal, un peu. Ça fait très mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très mal parce que c'est comme le Père Noël n'existe pas, quoi. Enfin, Ouais, clairement. c'est quand même, C'était dur, hein. c'est quand même dur. Vraiment. Ouais. C'est quand même vraiment comme dur. ça. Parce que partout où tu regardes, à un moment donné, bah, y a rien de normal, juste, effectivement. Donc, bah, il faut créer son propre écosystème, je crois. Et accepter qu'il rayonne dans notre périmètre. Avoir des amitiés voilà, dans lesquelles il y ait de la justice, du répondant, de l'amour. Élever enfin, je veux dire, son écosystème. Je pense que c'est comme ça qu'on s'en sort. Enfin, en tout cas, en tout cas moi, je m'en sors comme ça. C'est-à-dire, j'ai mon écosystème dans lequel bah, certaines règles de l'univers sont rejouées genre, autant que possible par le fait de vouloir que certaines choses se passent de telle ou telle manière, ou que mes enfants n'aient pas de préjugés ou sachent repérer aussi là où certaines personnes pourraient être en décalage et puis dire racisme, homophobie, enfin j'en passe et j'en passe. Savoir réagir à ça. Je pense que voilà, on crée notre écosystème pour se sortir de ça. Mais avant tout ça, on est juste en vie, en fait. On se pose pas ces questions. Ça, c'est quand même la meilleure période de la vie. Puis pour réagir à ce que tu as dit aussi, qui a dit que le monde était juste. Moi, j'ai une question. Tu m'as parlé tout à l'heure aussi des grandes questions que je me pose. Bah, en fait, quand on regarde les enfants, le monde est ou juste ou injuste. Et ils sont toujours en combat contre l'injustice. On est comme ça, en fait. On est instinctivement comme ça. La vie, le monde, la société, ensuite, va beaucoup dénaturer tout ça. Mais à la base, c'est le système que l'on met en place qui nous dénature, à mon sens, beaucoup. Et qui nous impose quand même un certain paquet d'épreuves qu'on ne devrait pas avoir à vivre. Dans un monde plein de papillons et de bisounours qui, voilà... Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Parce qu'à la base, il y a un être humain qui naît et qui a un rapport à l'autre qui est hyper sain. Enfin, en fonction de ce qu'il a vécu aussi, parce que l'injustice peut commencer avant même sa naissance. Mais le rapport à l'autre d'un gamin de 2 ans, c'est de l'amour, quoi. Bien sûr, il va envoyer un cube carré à un moment donné, et puis il verra l'autre pleurer, ça va le toucher. Enfin, je veux dire, on est quand même très sensoriel à la base. C'est évident, il y a des choses très simples de base. Très simple. On complique tout. La vie est simple. La vie est simple, comme on le dit tout le temps. Et je crois qu'aussi, il faut accepter. Je voulais le caler, ça, mais l'acceptation aussi. On en a déjà parlé dans ces camps, et je pense que quand on accepte que la vie est injuste, que le monde, surtout la société, du coup, est injuste, et ben on le vit beaucoup mieux. Moi, je disais beaucoup à Cassie avant, mais c'est injuste, c'est injuste. Et tu vois, un jour, elle m'a regardé, elle m'a dit, mais qui t'a dit que ça devait être juste? Et depuis ce jour-là, et ben, je vois les choses différemment. À un tel point que je me suis tatoué à l'arrière du bras le mot injustice, parce que c'est un mot qui est très fort de sens pour moi. Je voulais qu'on parle un petit peu là, je vais rétro-pédaler, je vais revenir un peu sur toute cette nostalgie, ce temps qui passe, et je voulais qu'on parle d'une chose. Quel est ton plus grand regret? Mon plus grand regret. Si tu dois en citer qu'un seul et unique. Probablement. Mon plus grand regret, c'est une bonne question. Probablement de ne pas avoir fait des études universitaires un peu plus poussées, peut-être. C'est pas vraiment un grand regret. Donc c'est pas... Disons que j'aurais aimé pouvoir le faire. Mais j'étais trop curieuse pour ça. Est-ce que tu penses qu'on peut ne pas avoir de regrets? Ouais. C'est possible? Ouais, moi, je pense. J'avais cette discussion avec Cassie, on se disait que c'était peut-être trop de prétention, trop d'arrogance de dire qu'on n'a aucun regret, que tout est parfait. Moi, je me demande si on n'a pas toujours quelque chose à redire, à refaire. Bah non, en fait. Moi, je pense qu'on peut très bien ne pas avoir de regrets. Je pense que ça dépend aussi de ce qu'on fait avec soi, la manière dont on est indulgent avec soi. Enfin, moi, je te parle de ça, d'université, parce que voilà, c'est un truc que j'aurais aimé pouvoir faire plus d'études, et être plus en relation avec des penseurs, en philo ou autre. Ça aurait été un enrichissement qui aurait, je pense, m'aurait fait peut-être aller beaucoup plus vite, mais peut-être que ça m'aurait fait aussi pas du tout ce que je suis aujourd'hui. Maintenant, des regrets, non. D'abord, j'en veux pas. Et je crois que ça, c'est un vrai truc, ça. J'en veux pas, moi, de regrets. Et donc, la question qui se pose lorsque je suis face à une décision, c'est comment faire pour ne pas en avoir. Et donc, je préfère des souvenirs plutôt que des regrets. Voilà, moi, je me suis occupée, par exemple, de mon père pendant toute la fin de sa fin de vie. Ce qui, aux yeux de beaucoup de gens, pourquoi il s'est pas occupé de toi? Parce que je préfère des souvenirs que des regrets. Et la vie m'a montré qu'à chaque fois, et que même si ça doit parfois me déplaire,
Même si ça me force parfois à faire des choses qui me déplaisent, pour lesquelles j'ai pas envie de prendre de temps ou d'énergie, je préfère aller dans la direction de ce qui me déplaît en sachant que je n'aurai pas de regrets, plutôt que l'inverse. Donc oui, moi je pense qu'on peut très bien, tout dépend comment on modélise sa pensée. Comme j'aime bien dire à Cassie, je crois qu'on vit notre vie à fond pour être la meilleure version de nous-mêmes dans notre nous plus vieux. Pour que quand on pense à nous quand on était plus jeune, on se dise c'était bien, j'ai fait toutes ces choses-là et je regrette rien parce que j'ai vécu à fond. Et moi, je crois que c'est un peu le combat de ma vie aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup de ne pas regretter. Je veux absolument, quand je serai vieux, avoir un regard très positif sur la vie que j'ai eue et me dire j'ai pris les opportunités et j'ai fait le maximum de choses bien pour moi et pour les autres. Je vais conclure comme ça. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, ma chère sœur, avant que je passe à la dernière question? Moi, je suis bien là entre vous. T'es bien? deux. On est cocooning, hein. Ouais, je suis bien. Écoute, si tout le monde est bien, allons-y avec notre dernière question, qui est ma préférée, bien évidemment. C'est une question qui est un peu difficile, mais est-ce que t'es prête? Allez. Moi, je pense que tu vas y arriver. Allez, on y va. Dis-moi. Alors, admettons que maintenant, tu peux parler dans la tête de tous les êtres humains de cette Terre. Voilà, là, il y a le micro et tout le monde t'entend. Tu peux leur dire quelque chose, tout le monde est avec toi. Chaque être humain de cette planète peut t'écouter, mais tu as une seule minute. Qu'est-ce que tu leur dirais là, maintenant, tout de suite? Qu'est-ce que tu as retenu de toute ta vie, de ton passage sur Terre? 10 pensées positives par jour. C'est tout? C'est tout. Clair, concis. Merci Clotilde. Merci Clotilde. C'est très clair, voilà, pensée positive. Voilà. Ouais. Non, oui. Oui, parce que comment faire pour apprendre à l'esprit positif et que d'avoir des pensées positives quand on n'en a pas envie ou quand... non, je dirais ça. Je dirais 10 pensées positives par jour jusqu'à la fin de ta vie. Voilà, c'est très bien, c'est très positif. Et c'est marrant parce qu'on parlait de ça tout à l'heure avec Cassie, on parlait de l'effet placebo et je lui disais qu'on construit nos croyances personnelles en les entretenant chaque jour. Et je pense que si chaque jour on se dit des choses positives sur nous et sur qui on est, ça pourra que aller de mieux en mieux. C'est toujours mieux que de se dire des choses mauvaises. Tout à fait. Donc 10 pensées positives par jour et bien évidemment, likez, commentez, partagez cette vidéo, donnez-nous de la force. Merci encore Clotilde pour ton passage dans l'émission, c'était vraiment cool. J'ai énormément apprécié cet épisode. Donc voilà, donnez-nous de la force, on est sur Instagram, YouTube, TikTok. C'est comment le podcast. On compte sur vous, il y a encore plein d'autres épisodes qui arrivent. Cette saison 2 est vraiment incroyable. Je me régale, je voulais vous le dire. Et j'espère que vous aussi. Voilà, je vais te laisser conclure ma chère sœur et merci à toi aussi de toujours être là avec moi, à mes côtés, à chaque épisode. Eh écoute... Forever and ever. Forever and ever. Vous retrouverez toutes les informations concernant Clotilde si vous voulez la consulter. On vous mettra tout ce qu'il faut en barre de description. Clotilde, est-ce que tu as un petit mot à dire pour nos auditeurs téléspectateurs? J'étais ravie de parler avec vous aujourd'hui et que il faut rester positif tout le temps, même quand c'est pas facile. On insiste. On adore. Merci Clotilde d'avoir accepté l'invitation. On était ravis vraiment de t'accueillir. Comme d'habitude, je clôture cet épisode. Qu'est-ce que je vous dis? On se donne rendez-vous dimanche prochain à 18h pour un nouvel épisode. En attendant, on vous salue et on vous dit Beijinhos. Ciao.